Bien, je vous propose de redémarrer de démarrer cette session que je consacre à la gestion des données personnelles. Personnelles, sensibles, on verra un peu quelles sont les distinctions qu'il faut faire. Je vous préviens tout de suite, j'ai adopté ou je vais adopter une attitude iconoclaste, euh, pas habituelle, parce que je suis un DSI, dont je l'ai été longtemps, et toutes ces contraintes que l'on n'arrête pas de nous envoyer à la figure sont absolument insupportables et ingérables. Il faut vraiment avoir vécu ça au quotidien pour se rendre compte à quel point on est dans un univers kafkaïen. Donc, ça explique, enfin, sans le justifier, mais ça explique tout au moins le fait que il y a beaucoup de choses qui m'agacent prodigieusement là-dedans. Donc, ça concerne les données personnelles. Alors, si vous voulez bien, je vais donc partager mon écran, comme d'habitude. Je vous rappelle d'ailleurs que cette présentation est toujours accessible en enregistrement vidéo dès demain sur notre site. C'est gratuit, vous pouvez vous connecter, il y a aucun souci. Bien. Alors, je vous donne d'abord le sommaire, habituellement, comme d'habitude. C'est donc la gestion des données personnelles vue par quelqu'un qui les a beaucoup supportées, qui les supporte encore maintenant, et donc quelqu'un qui n'y croit pas vraiment. Le sommaire que nous allons suivre, le DSI, le responsable informatique, c'est quand même quelqu'un qui a maintenant des exigences de plus en plus fortes, et il faudrait peut-être arrêter 5 minutes de charger la mule, parce qu'à force de nous casser les pieds, je dis, on n'arrive même plus à faire notre travail, et vous allez voir que là, c'est quand même un petit peu le sommet. On va voir quels sont les acteurs qui sont concernés, au point qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, quand on cherche à faire les choses correctement, eh bien, dans une situation, dans une espèce vous voyez, de situation de paranoïa permanente, on se demande de quel côté vont tomber les coups, et entre autres, quelles sont les règles que l'on ne va pas suivre. Et donc, on est dans une paranoïa permanente. Pourquoi faut-il protéger les données personnelles? Parce qu'évidemment, je suis bien entendu tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, il faudrait être un tout petit peu plus raisonnable, et c'est ce que je vais essayer donc d'évoquer. Nous faisons la distinction entre les données personnelles et puis les données sensibles, en gros celles que l'on doit absolument interdire, enfin que certains voudraient interdire, et d'autres qu'il faut protéger. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quels sont les problèmes concrets que nous rencontrons? Parce que ce n'est pas tout de dire il faut le faire, mais encore faut-il comment il faut le faire. On va voir que la grosse difficulté, c'est qu'on est environné aujourd'hui par tout un tas de réglementations qui sont des contraintes. Alors, j'ai fait un tableau avec à peu près une quarantaine. Je ne sais pas comment vous voulez faire pour être compatible et conforme à cette quarantaine de réglementations. C'est absolument impossible. Donc, c'est aussi bien au niveau international, en Europe avec RGPD, PIPEDA donc au Canada, PIPL pour les Chinois, puis vous en avez donc des tonnes, et de plus en plus maintenant dans les États américains. Et vous remarquerez une chose, c'est que les États-Unis n'ont pas, contrairement au Canada, n'ont pas une réglementation fédérale. C'est laissé à la libre arbitre, on va dire, de chacun donc des États, ce qui n'est pas la même chose au Canada. Bien. Quelles sont les mesures à prendre dont je dis dès maintenant qu'elles sont difficiles, voire inapplicables? On regardera ce qu'il en est. Ce qui entraîne, parce qu'évidemment, ce que nous cherchons à faire, c'est d'éviter cette catastrophe générale, il faut bien le reconnaître, que constitue donc le vol de données, mais je vous dis tout de suite, on ne pourra rien y faire. On aura beau dire on va se protéger, il ne faut pas, il n'y a qu'à Faucon. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et il y aura toujours des vols de données et qui au contraire vont augmenter donc, dans le futur. On va voir qu'avec l'arrivée maintenant de l'intelligence artificielle, celle-ci introduit de nouvelles composantes en matière de gestion des données personnelles, voire manipule des données très personnelles, sans nous le dire fortement, et pour des choses qui
bon, qui a priori ne semble pas suspecte. Mais l'intelligence artificielle, et je pense entre autres aux outils de génération automatique, hein, de type ChatGPT et quelques autres, eh bien, on est en plein dedans. Hein, donc, il ne faudra pas s'étonner demain si on a quand même quelques soucis. Quelle serait la solution? De mon point de vue, il y en a deux. Un, faire son maximum quand même, essayer de faire en sorte de respecter les choses. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je crois que la solution, ça sera de vendre les données. Et plus de 60% maintenant des utilisateurs sont d'accord avec l'idée on va dire, de vendre les données à un certain prix. Bon, vous voulez absolument les avoir, d'accord, hein, au moins celle-là, et ça, c'est une sorte de rémunération que je toucherai tous les mois pour ça. Ça me paraît être la seule solution. Et vous verrez, je fais une comparaison avec le dopage dans le sport. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, on a toujours dit qu'il faut le dopage, c'est pas bien, sauf qu'il y en a toujours, en permanence. Donc, on va dire, la solution de vendre des données commercialisées, je pense que c'est quand même une solution, tout au moins, qu'il faut regarder. Et je terminerai par l'apport de la blockchain, parce qu'au fond, ce qui nous intéresse à nous, c'est de ne pas trafiquer, de ne pas voler les données. Mais il ne faut pas les modifier. Une donnée doit être dans un état de vérité imparable. Il ne faut pas que l'on puisse suspecter une donnée même volée qu'une donnée qui soit fausse. Et je pense que dans ce domaine, la blockchain, donc dont les architectures sont faites justement pour gérer une vérité, seront très utilisées donc demain pour ça. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, on le verra, hein, parce que c'est une architecture qui se justifie peut-être pour les monnaies cryptographiques, mais pas systématiquement, disons, dans le reste du système d'information. Mais là, je pense que c'est intéressant. Comme d'habitude, une évaluation donc du marché, donc de ce que représente finalement la protection des données, en 2032, ça devrait être de l'ordre de 48 milliards de dollars. D'après Fortune Business, donc c'est beaucoup. Mais à la limite, c'est pas dément. Et je pense que si vraiment le problème était aussi gravissime qu'on veut bien le dire, ça susciterait quand même des vocations et l'intérêt des éditeurs au-delà de ces 48 milliards de dollars, encore une fois, pour 2032. Donc, d'un côté, on dit que c'est une catastrophe, et dans l'autre, je ne suis pas sûr qu'on fasse véritablement les efforts qu'il faut pour arrêter un petit peu ce flot. Alors, le monde de la protection des données, j'ai un petit peu cité donc, tout à l'heure le néologisme, hein, c'est le monde du yaka Faucon. J'entends ça à longueur de journée. Yaka, vous n'avez qu'à faire, il faut qu'on. Mais bien sûr, messieurs les censeurs, mesdames les censeurs, faites-le. Et tout au moins, montrez-nous comment on fait. C'est le règne du yaka Faucon. Je pense que d'une manière générale, il faudrait arrêter d'exiger tout et n'importe quoi de la part des directions et des responsables informatiques. Hein. Alors, on leur demande tout maintenant. Ils doivent gérer donc intelligemment l'énergie, bien entendu, qui doit être verte. Hein, alors que par exemple, l'hydrogène, on ne maîtrise pas encore. Il faut s'opposer à la présumée pollution numérique, bien entendu, puisqu'on est en train de dévaster la planète pour ça. Il faut garantir la sécurité. Et la sécurité est liée au protocole issu d'Internet. Autant cautériser une jambe de bois, on n'y arrivera jamais. Ou alors il faut changer les protocoles. C'est mon point de vue. Je ne prétends pas que tout le monde me partagera, mais je pense que c'est quand même un petit peu contradictoire tout ça. On nous demande d'assurer la disponibilité 7/24. Hein, mais ce n'est pas possible. Même en mettant donc nos ressources sur le cloud et finalement en nous défaussant de cet espoir, hein, on va dire, de disponibilité 7/24, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. Même les très grands, à commencer par Google et Microsoft, eh bien, subissent de temps en temps quelques interruptions. Bien. On nous demande également de réduire les budgets. Et on a au-dessus de nous des contrôles de gestion absolument draconiens qui nous pourrissent la vie. À la limite, le directeur de TI, et maintenant c'est devenu un comptable. Il est là, il rend des comptes. Donc c'est assez pénible. Bien entendu, il faut réduire le personnel parce qu'on en a beaucoup trop. Ça c'est toujours pareil. Et donc protéger les données personnelles en
respectant des carcans qui, de mon point de vue, sont frappés du bon sens, mais globalement sont inapplicables. Alors je sais que les tenants d'RGPD vont me jouer aux gémonies ou de Pipeda, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il vaudrait mieux éviter de hurler avec les roues et crier au scandale permanent de malversation en matière de données personnelles. La réalité, vous savez, elle est beaucoup plus subtile que ça. C'est beaucoup plus complexe et c'est ce que je vais essayer en tout cas de vous montrer dans cette présentation. D'abord, quels sont les acteurs concernés donc par cette affaire? D'abord, il y a les États qui ont une attitude absolument hypocrite. Ils se présentent comme des protecteurs du patrimoine des citoyens dont les données personnelles font partie. On est d'accord. Mais je ne suis pas certain qu'ils savent de quoi ils parlent. Vraiment, quand on voit un certain nombre de recommandations que je vais regarder un petit peu en détail un peu plus loin, je veux dire, on rêve complètement. Bon, il y a trop de réglementations, on ne peut pas satisfaire toutes les réglementations si vous avez une activité commerciale qui touche à plusieurs pays. J'ai une entreprise à Montréal et donc je travaille avec les États-Unis, je travaille avec l'Europe et la France en particulier. Vous vous rendez compte, pour arriver à respecter les réglementations de certains États américains, le PIPEDA canadien, voire des recommandations provinciales au Canada, qui ne sont pas les mêmes que le PIPEDA, voire assez contradictoires, et puis les recommandations RGPD, mais vous allez devenir fou. Alors, vous allez vous demander, et pour moi, c'est la quadrature donc, du cercle. Trop de réglementations. Les réglementations, c'est vrai que quand on les regarde de près, elles ont on va dire, des éléments qui sont communs, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de différences dans les détails. Et donc, moi, je pense plutôt que le respect, ça sera plutôt le respect de ce tronc commun, à condition de le connaître. Par ailleurs, il y a un élément auquel je crois beaucoup, c'est qu'il faut arrêter, une fois pour toutes, de considérer donc les données sensibles comme un domaine tabou. Comme je le dirai un peu plus loin, nous sommes sur Internet. Internet, c'est le partage. J'allais presque dire c'est l'exposition, que ça nous plaise ou non. Si ça ne nous plaît pas, on n'y va pas. C'est simple. Et donc, il faut arrêter de dire que il ne faut pas accéder à ces données-là, les données, entre autres les données médicales, les données judiciaires. Je vous ai prévenu, j'ai une attitude, donc j'ai un point de vue qui est évidemment provocateur, c'est sûr, mais qui n'est pas très loin, à mon avis, donc de la vérité. On a trop tendance, d'abord, il n'y a même pas de notion de propriété de données, ça n'existe pas. Et pourtant, on dit ce sont mes données. Donc c'est quelque chose qui est assez également donc contradictoire. Moi, je crois qu'il faut cesser donc de considérer les données donc personnelles comme un domaine tabou, voilà, et donc accepter à partir du moment où nous prenons le risque d'aller sur Internet. Eh bien, il faut accepter donc de prendre un risque de divulgation. Quand vous prenez votre voiture, vous prenez un avion, il y a toujours un risque d'avoir un accident ou de vous écraser. Il n'est pas très élevé, bien entendu, mais il existe quand même. Je pense que ça, dans la tête de la plupart des politiques, on va dire, des responsables de TI ou des utilisateurs, c'est ça le problème. C'est que ce sont mes données, c'est mon truc à moi, ça ne concerne que moi. Je suis désolé de le dire, mais les années qui viennent maintenant sont des années de divulgation et d'exposition à cause d'Internet. Alors, encore une fois, si ça ne nous plaît pas, on n'y va pas, ou alors on procède donc autrement. Et j'ai tout à fait conscience en disant ça que je suis en train de vous choquer. Je ne dis pas le contraire. Alors, les acteurs aussi, ce sont les usagers, les citoyens. Les citoyens, ce sont des usagers, on va dire, de services type administratifs et gouvernementaux. Mais il y a quand même également des choses qui se font en matière donc, de services donnés aux citoyens qui manipulent des données qui sont des données personnelles, voire confidentielles. Et pourtant, ce sont des administrations. C'est aussi le gouvernement. Bon, on y reviendra également. Alors bien sûr, vous avez les GAFAM.
les GAFAM, mais pas seulement les GAFAM, hein. Vous avez les autres prestataires avec Alibaba, Baidu, les Batix, hein, chinois, donc avec Tencent, donc, etc. Et donc, vous avez ces gens-là qui manipulent nos données. Alors, la question est, est-ce qu'on peut les empêcher de manipuler les données? Bien sûr, on peut leur dire, vous allez, on va vous faire un rappel à l'ordre, hein. Vous allez être punis. On va vous faire payer 50 $ si jamais vous ne faites pas les choses bien. Mais il faut arrêter de rêver quand même. Ces gens-là ont une puissance, on va dire, économique considérable. Et à mon avis, il aurait fallu réfléchir à ça un peu plus tôt, voire s'organiser autrement, mais ce n'est pas en tapant sur les doigts des GAFAM qu'on empêchera le vol des données, car c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc ne soyons pas effarouchés aujourd'hui, c'est la réalité, malheureusement. Il y a aussi les philosophes et les intellectuels alors, qui se répandent dans les réseaux sociaux en expliquant que l'être humain, qui bien entendu est très supérieur à la machine et aux algorithmes d'intelligence artificielle, doit conserver la maîtrise de son soi, de son intelligence. Moi, je veux bien, mais encore une fois, il faudra me donner un petit peu les recettes pour ça. Et puis donc, évidemment, vous avez les responsables de TI et les développeurs qui sont en bout de chaîne, hein, et qui, vers eux, convergent toutes les difficultés et toutes les contraintes, et donc qui ont justement à mettre en œuvre ces choses-là. Bon, je pense qu'il faut quand même un petit peu raison garder là-dedans. Alors, c'est un contexte qui devient absolument ingérable. J'ai fait une petite comparaison que j'avais déjà faite d'ailleurs lors d'un webinaire précédent, hein. Je compare ça à la réglementation des limitations de vitesse. Alors là, je prends le cas très précis de la France. Les administrations et le gouvernement français ont inventé un système de contrôle des vitesses qui est totalement délirant. Alors vraiment délirant. Alors c'est moins de 90 km/h, c'est moins de 80, moins de 70, moins de 50, moins de 130. S'il pleut, c'est pas pareil. S'il neige, c'est pas la même chose. Résultat, vous ne savez jamais à quelle vitesse vous déroulez, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'indications sur les routes, vous ne savez jamais à quelle vitesse, hein. Et puis finalement, vous vous concentrez non plus sur votre conduite, mais sur le respect de cette vitesse. Alors, bien sûr, l'idée est bonne, pour essayer de sauver donc des vies humaines, je suis d'accord, mais comment fait-on? Et toute la question est là. Et c'est exactement la même chose, hein, pour les données. En fait, on a un objectif qui est celui donc de protéger les données de toute introspection et donc de mise à jour interdite, et de garantir donc leur vérité, hein, d'assurer donc leur confidentialité. Ça, c'est vrai, c'est une bonne idée, c'est un bon objectif, hein. Mais alors, il faudra donc peut-être pas exagérer. Commençons peut-être plus doucement, disons, limitons peut-être l'aspect peut-être judiciaire ou de santé. C'est pas une recommandation, hein, c'est une idée que je soumets, mais allons-y prudemment. Mais là, non, ils arrivent avec un marteau pilon en disant maintenant c'est comme ça et pas autrement. Non. Quand on a été responsable de TI ou quand on est responsable de TI, il est évident que ce n'est pas possible. Il faut être beaucoup plus prudent et beaucoup plus, on va dire, progressif dans cette chose-là. Mais bien entendu, les dirigeants sont coupables. Parce que les dirigeants d'entreprise, qui n'ont pas nécessairement, on va dire, la compétence pour savoir ce que c'est, et surtout qui n'ont pas que la compétence sur les conséquences qu'auront la mise en œuvre de ces contrôles en termes techniques et en termes financiers, ils disent il n'y a qu'un faucon. Et voilà, donc on se retrouve là, donc, dans une situation où on doit faire et on ne sait pas toujours comment. Bon. Je vous l'ai dit, on est dans un état, donc une situation ingérable avec une paranoïa donc, qui est permanente, hein, c'est le problème des vitesses, hein, c'est la même chose. Et je pense que si on étend trop rapidement le concept, eh bien on ne travaille plus. On passe son temps. Alors 50%, ça sera sur la comptabilité et 50% sur le respect des données personnelles. Résultat, moi qui suis responsable de TI, je ne fais plus mon métier. Bon, bah, c'est comme ça, donc on ne peut plus travailler. Et de toute façon, vous qui avez des responsabilités sur des responsabilités de TI,
un jour ou l'autre, vous allez franchir la ligne jaune. Continue. Un jour ou l'autre, vous serez dans une situation qui n'est pas normale. Non pas que vous l'ayez voulu, mais parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Hein, c'est le problème, donc, le non-respect des vitesses. Pour le développeur pour les fichiers manipulés, comment voulez-vous, quand vous avez des centaines de fichiers, comment voulez-vous, d'abord, si vous n'avez pas de dictionnaire de données, donc vous n'avez pas d'unicité sur les données, vous risquez d'avoir des duplications et des doublons. Et donc, comment voulez-vous arriver à être conforme à 100%? Pour le développeur, c'est impossible. Donc, il faudrait peut-être réfléchir avant au problème, mettre en place un système donc, de qualité des données, ce qui est très important, et deuxièmement, on va dire un dictionnaire de données pour assurer l'unicité avec une définition unique de ces données pour après pouvoir donc les respecter. Et quant à l'usager, ben c'est pareil. Hein. Avec toutes les attaques que l'on a maintenant, on n'ose même plus bouger. On est devant son écran et on se dit « Ah, ça, je ne peux pas lui donner. Il me demande si j'aime la glace à la vanille. Ah non, non, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va... » Mais on est devenu complètement paranoïaque. Vous avez aussi des gens qui s'en moquent royalement. Hein. Mais bon, c'est quand même... On est dans une situation, on va dire, complètement ingérable, hein, donc de paranoïa. Bien. Alors, pourquoi protéger les données? D'abord, je voudrais vous donner, moi, ce qui me semble un petit peu être la Bible en 6 points là-dedans. D'abord, je voudrais vous citer la fameuse asymptote, donc la métaphore de l'asymptote. Je pense qu'en matière de gestion des données personnelles, eh bien, on tend vers une protection qui pourrait être idéale, mais on ne l'atteindra jamais. On tend, donc c'est une asymptote. Et il ne faut pas rêver, il vaut mieux se limiter à ça. Deuxièmement, je pense que la gestion des données personnelles et sensibles, c'est une affaire de compromis, hein, et de contexte. Tout va dépendre du contexte, des contraintes, et ça sera le choix d'un compromis. On fera donc ce que l'on peut. L'objectif, bien entendu, je le rappelle, ça sera donc de protéger les données personnelles qui permettraient aux criminels, aux hackers, ce que vous voulez, de reconstituer le profil donc des victimes et donc de dégager pour eux des vecteurs qui vont devenir des vecteurs d'introspection et donc d'attaque. Ça, c'est l'objectif et c'est tout à fait normal. L'ambiguïté, je vous l'ai dit tout à fait au début, c'est que les données personnelles ne font pas l'objet d'un droit de propriété. Elles sont censées nous appartenir, mais la notion de propriété de ces données n'existe pas, tout au moins dans tous les pays où j'ai pu regarder de plus près. Et donc, rien ne dit, c'est mon point de vue en tout cas, que les données personnelles et sensibles nous appartiennent réellement. Pourquoi? Parce que dès lors qu'elles empiètent sur l'environnement et sur les autres, elles ne sont plus des données personnelles. Je suis désolé, mais c'est la vérité. On a beau présenter les choses comme on voudra, si vous avez eu le Covid et que vous ne le dites pas, je pense que protéger le fait de la donnée que vous avez eu le Covid, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas normal dans la mesure où vous pouvez contaminer d'autres personnes. À partir du moment où les données personnelles vont empiéter sur les environnements annexes, hein, connexes, eh bien, à ce moment-là, à mon avis, elles ne sont plus personnelles. Alors, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut savoir ce que l'on veut. Internet est un espace de partage, comme je vous l'ai indiqué. Bon, maintenant, on peut donner quelques points de vue. La Commission nationale d'informatique et liberté, qui est une organisation française, dit que les données personnelles sont considérées comme un droit fondamental. Bon, j'y crois pas du tout, mais eux, apparemment, donc, et ils rapprochent ça de la dignité humaine. Je vois très bien l'aspect philosophique hein, qu'il y a derrière ça, et effectivement, on ne peut pas dire le contraire. Mais concrètement, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Une donnée personnelle, ça devient un élément de la dignité humaine. Je souscris à l'idée, encore une fois, je ne suis pas en train de dire du mal des gens qui profèrent ce genre de choses, mais moi je vois le côté concret et pratique derrière. C'est qu'avec ça, ça devient une chape de plomb. Et donc, c'est ce que dit la CNIL, qui est donc l'organisme, on va dire, national en France de recommandation donc, dans ce domaine. Bon, les usagers,
n'ont pas forcément l'expertise pour pouvoir contrôler la visibilité de leur vie privée et de leurs données personnelles, et ils s'en aperçoivent pas. Et de toute façon, bien souvent, on ne peut pas. Hein. On ne peut pas accéder aux données, c'est pas possible. Alors bon, comment? Bah, ça, c'est pour les usagers. Le découpage entre les données personnelles et sensibles, il est délicat à faire, mais je vais vous le montrer de manière un peu plus en détail, donc par la suite. Le minimum qu'il faut assurer, d'abord, c'est éviter on va dire, le vol d'identité ou de modification d'une identité. Hein, donc, de manière à éviter des publicités personnalisées, vous voyez, la surveillance donc, de masse, le phishing hein, ou l'hameçonnage, les escroqueries aux achats, on en voit énormément maintenant, les escroqueries donc, de type nigérienne qu'on voit refleurir actuellement. Bon, là, pourquoi on essaye quand même de se protéger, c'est que on ne peut pas avoir on va dire une méfiance permanente. C'est pas possible. Vous pouvez surveiller, mais vous ne pouvez pas passer 100% de votre temps à surveiller. Hein, c'est impensable. Tout à l'heure, on parlait donc de la glace à la vanille. Je veux dire, bon, si vous travaillez beaucoup sur Internet, vous communiquez beaucoup sur Internet, vous allez sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas passer votre temps à vous demander s'il n'y a pas un risque qui apparaît, parce que ça, c'est pas possible. Et bon, et comme disait d'ailleurs Edward Snowden, donc avec des soucis en ce moment que vous connaissez, ne pas se préoccuper donc de la surveillance de masse parce qu'on n'a rien à dire. On pense qu'on n'a rien à dire ou à cacher, c'est comme se préoccuper de la liberté d'expression parce que justement on n'a rien à dire. Donc il faut le faire, mais ne pas tomber dans on va dire dans une nasse qui ne sera pas gérable. Alors, je pense que la distinction que l'on peut faire, on va le voir maintenant entre données personnelles et données sensibles. Hein, alors la définition varie selon les pays, ce qui ne nous arrange pas. C'est comme ça. Alors pour la CNIL, donc cette commission dont je vous parlais à l'instant, donc il s'agit d'une information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Hein, on fait la distinction entre ce qu'on appelle une entité. L'entité, c'est une personne physique ou morale, qui peut être une entreprise, et l'identité de cette entité. Une entité peut avoir plusieurs identités. C'est l'identité qu'il faut donc que protéger. Et moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs que cette notion donc d'identité devrait être gérée à un niveau supranational parce qu'il y a trop de contradictions entre les pays. Et après tout, pourquoi ne pas avoir une identité qui sera pour une personne mais qui serait géré ailleurs, à l'ONU par exemple, et non pas dans mon pays. Tout ce que je demande, c'est que la réglementation de mon pays soit conforme avec ça. C'est quand même plus facile de contrôler et de gérer une notion d'identité unique gérée par une organisation qui normalement est en dehors des aspects politiques que de devoir en gérer 45 000. Vous voyez, donc j'ai toujours pensé à ça, d'autant plus que techniquement, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Bon, alors c'est quoi l'identité? Ben, ce sont les notions telles que, on va dire, le nom, le prénom, l'adresse, le courriel, etc. Mais tous les pays ne sont pas d'accord sur ce qu'on appellera donc des attributs d'une identité. Pas confondre donc l'objet identité avec la notion d'attribut. Hein, les caractéristiques, on va dire, de cette entité. Et globalement, on va dire que les données personnelles et sensibles, hein, elles relèvent d'un triptyque que moi j'ai appelé le triptyque PVC. Donc, c'est la protection contre les accès, c'est la vérité des données et c'est la confidentialité des données. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut se rendre conforme à tout ça. Alors, quelles sont ces fameuses données? Alors déjà, ici, vous allez voir, je vais être particulièrement iconoclaste. Je divise les données en deux catégories. Vous avez d'un côté les données que l'on va interdire, surtout pas y toucher, et puis les données qui seront soumises à protection. Alors, je vais vous provoquer encore un peu, pardonnez-moi, mais c'est l'objet même de cette présentation. On dit que l'origine raciale et ethnique, c'est une donnée qui est interdite. Je ne vois vraiment pas pourquoi. J'ai le droit d'être juif, j'ai le droit d'être arien, j'ai le droit d'être n'importe quoi, et après tout, je peux tout à fait en être fier.
Alors, vous voyez, on nous dit, ah non, c'est pas bien parce qu'il peut y avoir des discriminations, ce qui est vrai, incontestablement. Mais il vaut mieux s'attaquer aux discriminations plutôt qu'à ça. Je pense que l'origine raciale et ethnique, ça ne me gêne pas du tout qu'elle soit connue. Les opinions politiques, on dit que ça ne regarde que moi. Ce que pensent 95% des gens. Je suis bien de cet avis-là. Mais moi, je ne le partage pas. Parce qu'après tout, pourquoi pas aussi? Je ne veux pas passer ma vie à me cacher quand même. J'ai le droit d'avoir des opinions que je vais essayer de défendre. Pareil pour les convictions religieuses et philosophiques. J'ai le droit d'être chrétien, j'ai le droit d'être juif, j'ai le droit d'avoir n'importe quelle religion et j'ai le droit même d'en être fier. Pourquoi devoir le cacher? Les appartenances syndicales, alors là c'est pareil, on a toujours peur de se faire taper sur les doigts après, alors on n'ose pas y toucher. Je pense qu'à partir du moment où on appartient donc à un syndicat, ben, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être en tout cas donc ouvert. Les données génétiques, alors c'est un petit peu plus délicat là évidemment, mais vous voyez, enfin, l'idée, les données donc relatives à la santé, les données donc les orientations sexuelles, bon, tout ça, ce sont des données totalement interdites. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est en 2024, eh bien, on peut se poser des questions là-dessus. Je ne dis pas qu'on va toutes les publier, c'est pas ça. Je ne dis pas que là-dedans, il n'y en a pas qu'il faudrait quand même effectivement conserver par devers soi. Mais il faut s'habituer à l'idée maintenant que de toute façon, on va divulguer de plus en plus ce genre de choses. De plus en plus. Et dire, voilà, c'est interdit, c'est comme ça et pas autrement, je pense que c'est une erreur. Il faut voir comment on traitait tout ça. Quant aux données soumises à protection, bon, alors, l'état civil, ma photo, ma date de naissance, mais bon, je vois vraiment pas en quoi c'est quelque chose qu'il faut donc protéger absolument. Hein. La famille, on dit il faut les habitudes de vie, la situation familiale. On dit ça ne regarde que moi. Pas forcément. Ça peut regarder aussi d'autres structures. Vous voyez, tout à fait honnête, hein, par ailleurs. Le CV, 30% aujourd'hui des CV des entreprises sont faux. Alors peut-être pour éviter ce genre de plaisanterie, on pourrait peut-être organiser donc la publication des curriculums vitae d'une manière un peu plus intelligente en se servant, par exemple, des blockchains. Oui, donc pour les CV. La situation financière et économique, je pense qu'il était important de connaître cette situation. Dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, ça peut être nécessaire. Et voir absolument protéger ça, s'assurer que personne ne puisse y accéder, moi, je trouve que ça me paraît un peu exagéré. Tout ce qui est connexion machine, de toute façon, c'est récupéré. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les connexions IP, les identifiants, etc., bon, là, ce sont plutôt des aspects techniques. On peut peut-être limiter l'accès à ces informations, à ces données. Mais pourquoi pas? Les localisations géographiques, les données GPS, les déplacements, les données donc liées à mes smartphones, il ne faut pas non plus exagérer là-dedans. Et quant à Internet, les cookies ou les super cookies maintenant, donc, comme on dit, hein, les traceurs, les données de navigation, tout ça, ce sont des données qui sont des données techniques. Il y a maintenant une espèce d'idée reçue, une doxa, qui veut que ça m'appartient, il faut tout protéger. Il faut arrêter avec cette plaisanterie-là parce que ce n'est pas possible. Et les responsables de TI, je vous assure, hein, sont vraiment dans la nasse actuellement, tout au moins ceux qui cherchent en tout cas à se rendre conforme, le plus conforme possible. Quels sont les problèmes concrets? Alors, bien sûr, d'abord, il y a celui des vieux fichiers. On dit, hein, on a dit qu'il y avait à peu près, il y a entre 300 et 500 millions de lignes de procédures COBOL qui tournent encore sur la planète. Et je l'ai mis ici, donc sur la partie droite, la partie données. La partie données, donc ce qu'on appelle la data division, dans laquelle il y a entre autres deux sections, entre autres, il y en a d'autres. La file section, c'est-à-dire la description donc, des fichiers, et puis la working storage, c'est-à-dire en fait des variables, on va dire des données variables qui font l'objet de manipulation dans le traitement. Bien. Il y a quelques années, on mettait là-dedans ce que l'on voulait. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, regardez ici, j'ai mis un identifiant client, j'ai le nom. Alors les pics, c'est picture. Hein, donc c'est en fait la description, c'est le format donc de la donnée. Hein. Le nom, vous avez la classe,
vous avez, et c'est vrai, hein, c'est du réel, hein, vous avez une donnée, le client, il est ouvert ou pas ouvert. En d'autres termes, c'est un peu un abruti sur les bords. Et, bien évidemment, c'est pas très agréable d'être classé on va dire, dans cette catégorie-là. Mais c'était dedans. L'indication du parti politique était dedans. Le coefficient de sympathie. On mettait ça sur une valeur donc de 0 à 9, hein, plus ou moins sympathie, quelqu'un avec qui on peut discuter, etc. Et puis, on avait même mis la sensibilité au cadeau. Ça, celui-là, on peut y aller, on peut lui offrir des cadeaux à Noël, on est à peu près sûr d'avoir des contrats par la suite. C'est ce que l'on mettait en toute bonne foi. Et moi, je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que c'était nécessaire pour les commerciaux et que l'entreprise, c'était un moyen, finalement, d'assurer une meilleure position donc, pour l'entreprise. Bon, évidemment, aujourd'hui, on est bien mal. L'ennui, c'est qu'on a encore énormément d'applications avec des fichiers, des vieux fichiers, je pense en compte au mainframe IBM, dans lesquels on a encore ce genre de choses. Et on a même beaucoup d'applications pour lesquelles on n'a plus les sources. On n'a même plus ces trucs-là. Et donc, on est dans une situation, alors, soit on met tout à la poubelle et on recommence tout, mais c'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup trop. Hein. Rappelez-vous un chiffre quand même qui est assez intéressant, c'est que 60% des accès web se font sur des données dans les mainframes qui, pour la plupart, sont des données qui viennent d'anciennes applications. Bon. Alors, encore une fois, donc, je dis dans les années 70 à 90, hein, on a enregistré absolument tout, ce qui était maintenant considéré comme une horreur, et bien entendu, je suis d'accord avec ça. Bon. Il y a des données, en fait, aussi, aujourd'hui, que l'on manipule en toute bonne foi, et donc, mais sans savoir qu'elles ont une connotation personnelle. On ne le sait pas. Parce qu'un nom donné, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Alors, dans le cadre des réglementations telles que des RGPD ou GDPR en anglais, même si on a nommé un DPO, donc finalement un responsable dans ce domaine, il y a toujours des trous dans la raquette. Et donc, il y a des données personnelles qui traversent tout ça aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pour une grande entreprise, vous avez des milliers de fichiers, des dizaines de milliers de fichiers. Bon, alors vous avez des gros, des petits, des locaux, des partagés, des pas partagés, des hébergés dans le cloud. Mais comment voulez-vous arriver à avoir une maîtrise absolue de tous ces fichiers-là? Il y en a même. Il y a 7% des directeurs de TI qui ne font jamais de cartographie de leur système d'information au point de vue applicatif. Ils ne connaissent absolument pas la nature de leurs fichiers. J'ai des collègues, des amis responsables de TI qui ne savent absolument pas. Et pourtant, ce ne sont pas forcément des grosses structures, là, vous voyez. Bien. Donc, des milliers de fichiers. Alors, le plus délicat à maîtriser, hein, donc ça sera sur des lots de plusieurs milliers de fichiers, donc qui vont être élaborés et mis à jour à des dates différentes. Hein. Il y aura des données qui seront identiques, mais qui seront définies d'une manière différente. Ce sont les applications. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de dictionnaire de données. Hein. Et donc, on va avoir une duplication dans la définition, on va dire, des données qui est totalement épouvantable. Et donc, c'est le lot, je vous assure, c'est le lot quotidien d'un responsable de TI aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se fait engueuler, sermonner après quand il y a un problème par le président ou le directeur général? Eh bien, c'est lui. On lui a dit, vous n'avez pas su correctement, donc vous protégez. Alors moi, j'avoue, c'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Hein. Alors, les réglementations, on va passer assez vite parce qu'on en a déjà parlé. Alors, il y en a énormément. Hein, donc, je rappelle quelques-unes qui sont parmi les plus importantes. Hein. Dans la vraie vie, alors j'ai bien précisé ici, celles que ne semblent pas connaître les législateurs. On peut respecter les contraintes réglementaires jusqu'à une certaine limite, c'est ce que j'avais indiqué dès le départ. Mais ça dépendra beaucoup de la taille de l'entreprise et de la diversité des services rendus par ce TI. On ne peut pas être à 100% RGPD ou PIPEDA, ce n'est pas possible. Alors, le 21 août 2021, les Chinois,
donc on ne peut pas dire que eux soient quand même les défenseurs les plus absolus de la propriété des données personnelles, hein. Eh bien, ils ont quand même annoncé le fameux PIPL, qui est une loi de protection de l'information personnelle. Alors, est-ce que c'est hypocrite, pas hypocrite? On peut en discuter beaucoup, hein. Et il y a une autre loi d'ailleurs en Chine qui est la DPL, hein, avec un certain nombre de points de recouvrement. Alors, cette loi est déclinée donc en 7 recommandations avec quelques touches particulières. On parle autant d'ailleurs de protection que de sécurité, c'est quand même assez spécifique pour PIPL, voilà, avec une subtilité dans PIPL, l'obligation pour un prestataire qui travaille avec des clients chinois et donc qui manipule des données locales, de mettre en place une structure locale dédiée. Bon. Et les Chinois insistent énormément, bien sûr, sur la localisation des données. Alors, je vous ai fait un schéma qui est celui-ci, qui est un schéma dans lequel vous trouvez tout un tas de recommandations. Alors, j'ai mis ça en 4 grandes familles, hein. Vous avez d'abord des recommandations génériques. Alors, vous avez par exemple SOX, vous avez PCI DSS, vous avez COPPA pour la protection des enfants. Ça, c'est plus générique. La protection des SP2, par exemple, pour les systèmes de paiement. Vous avez le FRCP, donc, qui est une règle, les procédures, donc, qui sont des procédures fédérales américaines. Bon, ça, ce sont on va dire, des recommandations génériques qui ne s'intéressent pas uniquement donc, aux données personnelles, qui s'intéressent à la sécurité. Oui, donc un certain nombre de choses comme ça. Mais on trouve là-dedans aussi donc des problématiques, on va dire, de gestion de données personnelles. Vous avez des recommandations spécifiques, je vais dire presque par domaine. FISMA, vous avez HITECH pour la santé, vous avez donc, il y en a d'autres, hein. Vous avez HIPAA, donc là encore pour le domaine de la santé. Bon, vous avez donc des recommandations spécifiques dans ces domaines bien précis. Vous avez des lois internationales. Alors, j'en ai appris quelques-unes. Il y a PIPEDA, sur lequel je vais revenir dans un instant. Vous avez PIPL, que j'ai indiqué. En Inde, vous en avez une également. En Europe, vous avez donc le RGPD. Au Mexique, vous en avez une, etc. Vous en avez quand même de plus en plus maintenant, parce que tout le monde s'attelle donc à la construction d'une loi de ce type-là. Et puis, vous avez, on va dire, des lois américaines. Alors, les Américains, je vous ai dit, ils n'ont pas de loi fédérale pour ça. Mais alors, vous en avez un paquet dans les États, un CCPA en Californie, CPRA également en Californie, dans le Colorado, vous avez donc dans le Maine, vous avez dans le Maryland, dans le Massachusetts, vous en avez même 2 dans le Massachusetts, vous avez dans le Nevada, etc. Alors je souhaite bien du plaisir pour arriver à s'y retrouver, hein. Et donc, vous en avez énormément. Alors, ce schéma a au moins l'avantage, c'est que si vous avez à travailler dans un domaine international et on vous demande votre avis, ben, vous avez tout ça, il n'y a plus qu'à aller regarder de plus près celles que vous allez respecter et celles qui réglementent donc finalement vos futurs services. C'est pas évident, hein, pour arriver à s'y retrouver, hein. Alors, des mesures applicables qui sont donc inapplicables, qu'on veut appliquer mais qui sont inapplicables. Alors, j'ai pris l'exemple, pour mes amis canadiens, donc j'ai pris l'exemple de PIPEDA, hein. Je rappelle que PIPEDA est une réglementation donc, qui concerne, qui est au niveau fédéral, et qui est donc qui est construite avec 10 principes de respect donc, de ces fameuses données personnelles. Et je vais un petit peu les démolir l'une après l'autre, si vous le permettez. D'abord, principe numéro 1, c'est celui de la responsabilisation. L'entreprise est responsable des données qu'elle manipule. Mais le problème, c'est qu'une partie des données dont elle n'est pas, qu'elle ne gère pas, en particulier quand vous travaillez avec des partenaires. Vous pouvez toujours leur demander dans le contrat de respecter les contraintes d'eux, mais s'ils ne le font pas, comment vous allez vous retourner? J'y crois pas. L'identification des objectifs. On doit savoir à quoi vont servir les données qu'on manipule. Oui, dans l'application sur laquelle je travaille aujourd'hui. Mais demain, qu'est-ce que j'en sais? Aucune idée. Le consentement, il faut avoir le consentement des propriétaires pour collecter, utiliser et divulguer des renseignements personnels. Mais vous vous rendez compte, dans ce à quoi vous vous embarquez, tout ce que vous pouvez faire, c'est un vague contrat dans lequel vous avez l'autorisation
de manipuler ces données personnelles, mais leur demander à chaque fois, au coup par coup, on va dire un consentement, ça me paraît complètement délirant. RGPD, par exemple, fait la distinction pour les enfants de moins de 15 ans, n'avaient pas le droit de manipuler les données les concernant, tout au moins sans leur consentement. Mais enfin, mais comment voulez-vous faire? Moi, je veux bien, hein, mais on me donne donc la méthode. Principe numéro 4, ça nous oblige à limiter notre quête d'information aux seules données vraiment nécessaires. Mais vous n'en savez rien. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut suffire, mais demain, peut-être de nouveaux services, des nouveaux besoins, une nouvelle concurrence, mais vous ne savez pas ce que sera demain. Donc, vous ne pouvez pas répondre à ça. Principe numéro 5 qui, moi, me fait sourire, hein, il faut s'en tenir aux seuls usages des données prévues à l'origine. Bon, c'est qu'on évoquait un peu plus haut, hein, et surtout, on va les effacer, ces données, quand on n'en aura plus besoin. Mais personne ne les efface. Personne. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Et quant à savoir si on les utilise réellement, uniquement dans le contexte, mais c'est impossible à vérifier. Moi, je veux bien, c'est une bonne idée, hein, mais je pense que c'est impossible. Le principe numéro 6, ça serait acceptable si on traitait la qualité des données. Vous savez, la fameuse qualité des données, le DQM, hein, Data Quality Management. Alors là, ça exige que les informations manipulées sont exactes et suffisamment précises pour répondre aux objectifs. Mais justement, la qualité des données montre que toutes les entreprises ont des problèmes de qualité sur les formats, sur les périmètres, sur plein de choses. Elles ne sont pas, elles sont pas conformes, elles sont pas justes. Pas toutes, bien sûr, mais on peut dire un pourcentage qui peut aller jusqu'à 10% des données de l'entreprise. Donc ça, c'est pas possible. Principe numéro 7, je pense qu'il est plus abordable. On nous recommande de faire des sauvegardes appropriées, comme si les recommandations ont été les premières à faire ça. Mais attendez, je fais des sauvegardes, et je sais que vous en faites autant, tous les jours, toutes les nuits ou toutes les heures. On en fait sans arrêt. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Principe donc numéro 8, de recommandation de publication. On doit publier notre politique relative aux données personnelles. Je pense que c'est une bonne idée, et il faut le faire. Il faut le faire, c'est une sorte de charte de comportement par rapport à ces données. C'est une bonne idée, mais je ne connais pas énormément d'entreprises qui le fassent. Principe numéro 10, en fait, ça regroupe toute la philosophie de ces contraintes réglementaires. Ça nous impose donc que les propriétaires puissent disposer d'un moyen pour accéder et modifier les données. Bon, vous faites comment sur les réseaux sociaux? Vous allez dire à monsieur Zuckerberg, dis donc Coco, tu as dit telle chose à tel endroit, donc il faudrait peut-être modifier, sinon tu vas te faire taper sur les doigts. Enfin, voyons, soyons sérieux quand même. On ne sait pas. Alors il y a des entreprises qui en ont fait un peu leur chou gras, qui vendent des services pour vous permettre justement de modifier ces données, mais la plupart du temps, donc, de mon point de vue en tout cas, c'est parfaitement donc, illusoire. Bon, et donc le principe numéro 10, donc, c'est le principe qui consiste à appliquer, à respecter le droit d'une personne à contester les mesures prises par l'entreprise pour respecter le cadre de la loi. Je veux bien, hein, mais je ne vois pas tellement les employés aller voir leur président en disant non, là vous exagérez, hein, il ne faut pas faire comme ça, hein, c'est pas bien. On pourrait imaginer que les syndicats, mais ce n'est pas tellement leur rôle, hein. À mon avis, c'est encore une donnée, enfin tout au moins un principe et une recommandation qui me paraît tout à fait hors on va dire, de la réalité. Parce que c'est ça le problème, c'est que toutes ces recommandations-là sont générées par des gens qui n'ont pas les pieds, qui n'ont pas les mains dans le cambouis. Vous voyez, bon. Quant à la fameuse PIPEDA donc, canadienne, alors les entreprises qui travaillent avec des entités, des entités canadiennes, doivent respecter ces 10 principes. Bon. Sauf les organismes fédéraux et les gouvernements provinciaux canadiens ou territoriaux. Moi, je trouve ça quand même étrange. Ça veut dire que finalement, il y a un blanc-seing qui est attribué donc, aux provinces pour faire non, ce principe-là, je ne vais pas le respecter. Il y a quelque chose qui ne me paraît pas très cohérent. Et d'ailleurs, quand on regarde les recommandations qui sont au niveau provincial des provinces, des 13 provinces et territoires donc, canadiens, eh bien, il y a des distorsions par rapport à on va dire,
pas ce chapeau, mais on va dire à cette recommandation globale. Bon, vous voyez donc des mesures qui, à mon avis, ne sont pas applicables. Je prends très vite deux domaines bien précis pour lesquels, à mon avis, tout explose de ce point de vue-là. D'abord, le domaine médical. Alors, il y a deux camps qui s'affrontent avec des points de vue qui sont absolument irréconciliables. Il y a ceux qui tiennent absolument donc à la confidentialité. Alors, ce sont des données personnelles, RGPD, PIPEDA, donc effectivement vont dans ce sens, parce qu'ils disent, et ils n'ont pas tort, que leur divulgation de ces données peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale donc des personnes. On n'a pas besoin de savoir que j'ai un cancer du cerveau ou que j'ai la maladie de Charcot. Ça se comprend très bien d'un point de vue humain, donc on ne discute pas de ça. Sauf que, quand même, il y a d'autres contraintes qu'on peut également donc prendre en compte. Hein. Bon, par ailleurs, c'est vrai que connaître cette information, ça peut entraîner des discriminations de la part des employeurs. Mais est-ce qu'on a le droit de cacher à un employeur qu'une personne a une maladie grave? Je ne réponds pas. Hein. C'est une question qui est trop importante. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est une donnée qui est évidemment personnelle. Est-ce qu'on a le droit de le faire de crainte que l'employeur, à ce moment-là, va faire de la discrimination et ne va pas vous embaucher? Moi, je pense qu'on peut se poser la question. Je ne réponds pas, c'est trop personnel, c'est trop délicat. Mais en tout cas, c'est une question qu'on se pose. Et puis, vous avez les tenants de l'ouverture. Hein, qui disent qu'il faut publier les données médicales, ce qu'on trouve au Canada, aux États-Unis, ce qu'on commence à trouver, donc en Europe. Bien. La tendance générale est effectivement à la diffusion des données médicales, et ça heurte la législation donc, de beaucoup de pays et également la conscience des individus que ça rejoint donc, les éléments que j'évoquais il y a donc un instant. Bon. Le problème qui est assez délicat à traiter en matière donc, de données personnelles, c'est de contrôler donc, les flux. Alors, par exemple, vous avez des capteurs sur vous, et vous en aurez de plus en plus, hein, qui vont mesurer un certain nombre de choses, un niveau de sucre dans le sang. Ces données peuvent être émises d'une manière automatique. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est pas de la folie que d'imaginer qu'une personne qui est très sensible ou qui est malade veut être surveillée d'une manière permanente et donc permettre, on va dire, un circuit, à une puce dans le corps d'émettre une information pour alerter un hôpital ou alerter donc un médecin. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et il ne faut pas traiter les gens qui pensent ça de diables. Pas du tout. Moi, je me limite là, ici, aujourd'hui, à poser la question. Je dis, il faut pouvoir poser la question. Hein. Et donc, la difficulté, ça va être de contrôler tous ces flux qui vont donc émettre des données très sensibles, des données très personnelles, qui sont des données de physiologie personnelle. Alors les biohackers, au fond, les biohackers, c'est un petit peu les symboles de cette tendance à l'ouverture de ces données-là. Hein, ce sont des gens qui disent que il faut tout libérer. Hein. Il faut revoir entièrement donc le monde médical qui est trop spécialisé, qui n'accepte pas donc les autres méthodes alternatives qui pourraient les aider. Donc il faut changer tout. Et parmi les recommandations qu'ils font, ils disent qu'il faut publier les informations médicales. Alors, pas pour tout le monde, mais au moins aux médecins, au moins à un hôpital, vous voyez, au moins ce genre de choses. Bon, alors, et eux, les biohackers disent que tout le monde est concerné et pas seulement donc, le monde médical. Bon, et ils pensent qu'ils pourraient mieux guérir de certaines maladies graves, telles que Alzheimer, telles que le cancer, etc. Alors, le Covid-19 que j'évoquais tout à l'heure, à mon avis, c'est un bon exemple, hein, parce que ceux qui ne voulaient pas s'exprimer en disant j'ai le Covid-19, mais je ne le dirai pas, à mon avis, ont adopté une attitude qui n'était pas correcte. C'est ça la difficulté, ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire, est-ce que une donnée est encore personnelle à partir du moment où elle va dans l'environnement des voisins? À partir du moment où c'est le cas, c'est fini.
Moi, j'ai eu le cas très précis, hein. On va l'évoquer maintenant, donc le domaine judiciaire. Dans le domaine judiciaire, beaucoup de pays, vous ne pouvez pas accéder aux données judiciaires. Non seulement vous, à titre personnel, alors que ce sont vos données judiciaires, et puis les entreprises ne peuvent pas y accéder. Et j'avais cité le cas dans un précédent webinaire d'une personne qui faisait partie donc de mes effectifs, euh, qui a avoué à la suite d'un cambriolage à la suite duquel dont on a été victime, qui m'a avoué qu'il était donc qu'il avait été condamné, il avait fait 1 an de prison. Bon, c'était un garçon remarquable, très, très sympathique, donc j'en ai pas tenu compte, hein, mais j'ai quand même regretté qu'il ne me l'ait pas dit. Ou que je n'ai pas eu accès, on va dire, à une sorte de bulletin judiciaire de cette personne. Bon. Et après, une banque l'a embauché. Et comme je l'ai dit dans ce webinaire précédent, je m'étais posé la question de savoir est-ce que je dois leur dire ou pas leur dire. Je n'ai rien dit parce que c'était encore une fois trop personnel et je n'ai pas voulu le faire. Mais la question se pose. Et après tout, si je me mets à la place de la banque, si jamais il lui était arrivé quelque chose, on aurait pu me le reprocher en disant non, vous n'avez pas fait votre travail. Bon, et moi je crois que les données judiciaires doivent être libres, accessibles, par des ayants droit, c'est-à-dire des personnes. Bien sûr, ce sont des données personnelles, mais à partir du moment où j'embauche quelqu'un, où je travaille avec quelqu'un, j'ai besoin de savoir un certain nombre de choses quand même. Et malheureusement, les administrations des gouvernements, on va dire eh bien, se sont attribuées, ont bloqué des situations fiscales, des données sur les passeports, des données médicales et puis les données donc, judiciaires. Et je pense au moins, on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne chose ou non. Bon, vous voyez, donc 2 domaines hein, pour lesquels finalement on peut se poser des questions. Évidemment, ça entraîne donc le vol de données. Alors ça, c'est l'immense mascarade que j'évoquais donc précédemment. Hein. Les Google, Yahoo et les autres, les GAFAM, les Batix et compagnie, nous volent les données. Ah, on accède à des services qui sont gratuits, mais en réalité, c'est nous qui sommes le produit. Hein. Et donc, les données, elles sont partout. Ne faites aucune illusion là-dessus. Et je pense qu'il est trop tard maintenant pour revenir en arrière. C'est trop tard. Il aurait fallu penser à ce genre de choses avant. Et même si aujourd'hui Google se trouve devant la justice aux États-Unis, bon, on va lui faire encore des recommandations de ne pas recommencer la prochaine fois, mais il ne se passera rien. Et je pense. Hein. Alors, d'autant plus que les GAFAM ont on va dire, ils affichent une certaine respectabilité et une certaine légalité. Ils respectent la loi des États, ils préviennent les usagers, et ils préviennent de l'usage des cookies, hein, mais les utilisateurs ne lisent jamais les textes qui sont associés donc aux cookies. Donc, faut pas arrêter de dire n'importe quoi. Hein. Et bon, 98% donc, des usagers cliquent sur l'acceptation donc des conditions d'usage par réflexe. Bon. Moi, je pense, si vous voulez, que globalement, les RGPD, PIPEDA et non pas PIOPEDA et équivalents, ce sont des thérapies à appliquer à des malades qui, à mon avis, sont déjà morts. Je pense qu'ils ont une génération de retard et à mon avis, ça ne sert à rien. Si ce n'est donc à harponner de temps en temps donc un gros poisson pour l'exemple. Alors, je vais terminer ma présentation sur 2 ou 3 petites choses. D'abord, les risques induits par l'intelligence artificielle. Il me semble que l'association de l'intelligence artificielle avec un usage intensif et impossible à contrôler des données personnelles va conduire fatalement au fichage systématique et détaillé de tous les usagers d'Internet et de la téléphonie mobile. C'est le monde orwellien, hein, 1984, qui devient une réalité. Et donc, dans l'état actuel des technologies, des prises de conscience individuelles et collectives, le processus aujourd'hui ne peut pas être contrarié. Et c'est ça que je reproche. Je suis d'accord avec les gens qui disent il ne faut pas manipuler mes données personnelles. Je suis d'accord avec eux. La seule chose, c'est que je ne sais pas comment faire et que personne ne me donne finalement la solution. Bon, dans le cadre des applications d'intelligence artificielle,
on manipule des données très personnelles sans qu'on en soit même au courant. Hein. Authentification fondée sur le comportement pour remplacer les mots de passe, la reconnaissance faciale, la détermination des sentiments. On va maintenant attribuer des sentiments à une personne qui s'exprime d'une manière vocale ou par vidéo. Voyez, lors d'une transaction commerciale, c'est pas une donnée personnelle, ça. Hein, je suis nerveux, pas nerveux. Récupération des données au-delà de ce qui est vraiment nécessaire. Bon, ça fait partie de la plupart des recommandations de type RGPD ou PIPEDA. Profilage et système de recommandation. Comment voulez-vous qu'on vous recommande quelque chose si on ne peut pas déterminer un profil de vos goûts et intérêts dans la vie? Donc c'est ça, les systèmes d'intelligence artificielle, c'est ce qu'ils font. Et puis, on a la possibilité absolue d'effacer les données qui sont exploitées par ces algorithmes. Hein, on ne sait même pas qu'ils existent concrètement. Donc l'intelligence artificielle va multiplier par 10, par 100 l'usage de données personnelles avec le gros inconvénient qu'elles seront donc transparentes et on ne le saura donc même pas. La solution, c'est surtout avec ça, je voudrais terminer ma présentation, c'est donc, il faudrait, à mon avis, vendre les données. Je pense que ça ne sert à rien de faire la chasse aux contrevenants en matière de divulgation de données personnelles, ça ne sert à rien, c'est inutile et illusoire. Je vous ai prévenu, je suis provocateur et c'est mon point de vue. Hein, alors j'avais dit que c'était le même problème que le dopage, hein, bon, on ne revient pas là-dessus. Hein. Et je pense que la solution, ça peut être la commercialisation des données. Et je crois tous les sondages sont unanimes là-dessus, que les usagers aujourd'hui sont majoritairement prêts à ça. Il y a une étude Ipsos donc, qui date de 2022, qui est récente. Hein. 62,5% des usagers sont prêts à vendre certaines données personnelles. Il y a une étude américaine un peu plus ancienne qui date de 2019. Les données de base, nom, prénom, adresse, courriel, cursus universitaire, ça vaut $50. Hein. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas faire fortune avec ça. Mais si j'ai 50 prestataires qui veulent utiliser mes données personnelles, ben, ça me fera quand même $2500. Ça, je pense, c'est une bonne idée. Et ça rejoint le fait, voyez-vous, que 73% des utilisateurs acceptent la publicité si celle-ci leur permet d'accéder à des services gratuitement donc sur le net. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Je crois que finalement, c'est un peu comme le dopage. Il faudra l'accepter plutôt que de faire les vierges effarouchées à chaque fois qu'il y a un cas de dopage qui se présente. Hein. Il faudra l'accepter, donc, mais par contre, qu'il y ait peut-être des possibilités de rémunération. Je crois que ça peut être une solution. Et pour terminer, donc l'apport de la blockchain, je ne vais pas revenir très en détail, vous aurez le temps, si ça vous intéresse, de le regarder d'une manière plus approfondie. Donc il y a un certain nombre d'informations, des documents d'imposition, les impôts, les propriétés mobilières, les données d'identification, très importante, les données de santé, bien sûr, les emprunts que l'on aura pu faire, bon, ça rejoint un peu les données financières, les données judiciaires sur lesquelles je parlais, les diplômes et les curriculum vitae, ce sont des informations dont il faut garantir la vérité. Et je crois que les architectures de blockchain sont idéales pour ça. Hein, je pense que c'est une bonne solution, d'autant plus que ça ne correspond pas uniquement donc aux monnaies cryptographiques. Hein. Alors c'est bien conçu. Ça consomme, c'est vrai, beaucoup d'énergie. Il y a trop de solutions différentes maintenant pour apporter la preuve de cette vérité. Hein. Dans le Bitcoin, c'est pas du tout pareil que sur Ethereum. Mais je crois que le paysage sur la blockchain va donc se structurer, se simplifier avec des algorithmes majeurs qui vont nous permettre d'assurer, de garantir donc la vérité de ces données fondamentales. Et je crois, je terminerai donc là-dessus, je crois que ce qui est plus important, encore une fois, moi je trouve en tout cas, que ce qui est plus important, c'est la vérité de la donnée personnelle plutôt que la divulgation de la donnée personnelle, sauf cas particulier, bien entendu. C'est la vérité qu'il faut poursuivre. Actuellement, quand on regarde ce qui se passe sur le marché, hein, franchement, c'est pas du tout ce que je constate, hein, bien évidemment. Bon, voilà ce que je voulais donc, ce que je voulais vous dire.
Alors, je vous retrouverai dans une quinzaine de jours, si vous le souhaitez, sur un domaine qui est intéressant, c'est celui des LLM, en fait, tous ces outils de génération automatique, ce que sont les LLM, ouais, bon, toutes ces technologies-là, de quoi s'agit-il exactement? Donc, on va l'expliquer d'une manière approfondie. J'espère que ça vous intéressera. Et on aura encore une autre présentation avant les vacances sur la question suivante. Est-ce que les utilisateurs de téléphone, la nomophobie, hein, est-ce qu'ils deviennent complètement fous ou pas? Est-ce qu'ils sont déjà fous ou pas? Ou ils vont devenir à court terme. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous intéressera. Je vous prie de m'excuser, il y a eu un raté hier au sujet donc d'un mailing que nous avons fait, un public postage, pardon pour les Canadiens. Il y a eu les messages qu'on vous a envoyés, vous envoyez sur une mauvaise destination dans lequel on vous demandait de vous abonner. Évidemment, si vous voulez vous abonner, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. Tous ces webinaires restent bien entendu gratuits et le resteront tant que c'est moi qui les ferai. Je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère vous retrouver prochainement, non aussi nombreux qu'aujourd'hui et aussi réceptifs, même si je vous ai choqué. Bon courage, à bientôt.